Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Alors, nous arrivons au site numéro 141. Nous sommes le 18 mai et le bilan des bombardements comme des violations du cessez-le-feu, il n'est pas bon puisqu'ils sont en sensible augmentation tous les deux. Ouais. Puisque du 11 au 17 mai, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 102 reprises, donc on est quand même à beaucoup plus que la semaine dernière, durant lesquelles elle a tiré 249 obus de mortier, 220 et 82 mm, donc là aussi on est en hausse, et si on rajoute toutes les munitions d'un calibre inférieur, on arrive à 982 munitions, donc là aussi on est un peu plus que la semaine passée. Les tirs ont touché 28 localités de la République, donc là c'est beaucoup plus que la semaine dernière. Il faut y rajouter les 5 violations et 54 munitions, dont 28 obus de mortier de 120 mm tirés par les forces armées ukrainiennes durant les dernières 24 heures. Donc c'est assez irrégulier, les gens verront sur le graphique, il y a des jours où c'est un peu plus calme, il y a des jours où ils se déchaînent. En tout cas, cette semaine, suite au tir de l'armée ukrainienne, 10 habitations ont été endommagées. Les chiffres des soldats morts n'ont pas été fournis par le bureau de Daria Morozova pendant 3 semaines, puisque c'était les congés ici, pendant les festivités. Donc j'ai des chiffres pour 3 semaines d'un coup. Du 26 avril au 16 mai, on a eu 12 soldats de l'RPD qui ont été tués. Donc ça fait quand même pas mal. Cette semaine, de nouveau, station de pompage de Vassilievka et la zone autour de la station d'épuration de Donetsk ont été ciblés à 4 reprises. Oh bah tiens, pour pas changer, Voilà, pour pas changer. Ces tirs n'ont pas été laissés sans réponse. La RPD a tiré pour détruire les positions depuis lesquelles l'armée ukrainienne bombardait. Et ça a fait 9 morts et 11 blessés parmi les soldats ukrainiens. Ils l'ont pas volé, Fallait pas non, commencer. Ils l'ont pas volé, Voilà, exactement. Pour ce qui est de l'OSCE, c'est toujours la même chose. L'armée ukrainienne, sur ordre de ce qui est maintenant son ex-commandant en chef, Naïev, a continué d'empêcher les drones de l'OSCE de faire leur travail, et donc de voir les armes lourdes présentes près de la ligne de front. Pour cela, des spécialistes du 502e bataillon de guerre électronique ont débarqué sur le front avec le matériel ad hoc, et ont coupé à 3 reprises la communication entre les observateurs et leurs drones. Malgré ça, l'OSCE a réussi quand même à enregistrer la présence d'armes lourdes interdites par les accords de Minsk, près de la ligne de front. Le chiffre, il va te faire hurler. On a 18 lance-roquettes multiples ouragan de 120 mm. Oh là là. Ouais. 8 lance-roquettes multiples grades de 122 et un obusier automoteur AK-4 152 mm. Et ça, c'est la portion congrue qui a été observée par l'OSCE. Vous imaginez, si les 3 drones avaient réussi à faire leur vol, je pense que les chiffres auraient été encore plus élevés. Voilà. Et donc, comme je le disais, cette semaine, les forces armées ukrainiennes ont délibérément bombardé infrastructures et habitations civiles, sous le nez même d'ailleurs des observateurs de l'OSCE. C'est quand même magnifique. Je pense que c'est dû aux tensions politiques très importantes qu'il y a à Kiev. Je vais revenir dessus après. Puisque en 6 jours, de samedi à jeudi, on a eu 9 habitations civiles endommagées. Donc sur les 10 de la semaine, il y en a 9, ça a été sur une courte période. Ainsi que des lignes électriques aussi, ils ont privé de courant plusieurs localités. Comme je le disais, la zone autour de la station de pompage de Vassilievka et de la station d'épuration de Donetsk ont aussi été visées à plusieurs reprises. C'est surtout en fin de semaine que la situation a empiré. Ainsi, le 14 mai à 11h25, un bataillon néo-nazi ukrainien a ouvert le feu sur Vassilievka, depuis la localité de Novoselovka, avec des mitrailleuses lourdes et des armes légères. Heureusement, le personnel de la station de pompage s'est réfugié dans les abris, donc il n'y a pas eu de victimes. Le lendemain, ils ont remis ça, de nouveau le même bataillon néo-nazi, à 12h50, puis à 18h55. De nouveau, des tirs sur Vassilievka, toujours depuis Novoselovka, avec cette fois des canons anti-aériens, des mitrailleuses lourdes et des armes légères. Une fois de plus, la station de pompage s'est retrouvée prise sous les tirs, et le personnel a dû aller se mettre à l'abri. Au total, ce jour-là, ils ont passé 2 heures quand même dans les sous-sols. Je rappelle que pendant ce temps-là, le personnel ne peut pas faire tourner la station comme il faut. Et je rappelle que cette station alimente les 2 côtés de la ligne de front. Juste comme ça, petit rappel. C'est des néo-nazis, quoi. C'est des abrutis congénitaux à la grande limite, parce que là, faut vraiment vouloir pour faire ce genre de conneries. Ce jour-là, d'autres tirs menés contre le territoire de la RPD ont endommagé 4 maisons civiles, donc ils ont fait un superbe score ce jour-là, 3 à Alexandrovka et 1 à Slavnoye. Devant la recrudescence des tirs contre les civils et les infrastructures vitales, la représentation de l'RPD au sein du CCCC a demandé des garanties de sécurité supplémentaires pour rétablir une trêve durable et a lancé un appel à l'OSCE pour faire cesser ces attaques.
Observateurs de l'OSCE qui se sont d'ailleurs fondus le 15 mai d'un rapport exceptionnel. Alors exceptionnel dans le sens où d'habitude ils font juste un rapport par jour, et là ils ont fait un rapport en plus, hors série, dans lequel ils attestent avoir entendu plusieurs tirs venant du côté ukrainien alors qu'ils s'y trouvaient pour surveiller la situation pendant une opération de déminage. Après avoir entendu 3 tirs sortant proches d'eux, ils se sont barrés, et l'équipe de déminage aussi. Ah, ouais. Bon, je pense qu'ils ont dû avoir peur qu'on réponde et qu'ils se retrouvent pris sous des tirs. Bon, malgré tout ça, le lendemain, le 16 mai à 6h40, de nouveau un bataillon néo-nazi a ouvert le feu contre Yakovlevka, donc c'est un petit village au nord de Yassinovataya. Depuis leur position située près d'Avdiivka avec des véhicules de combat d'infanterie, ils ont endommagé une maison de plus, heureusement sans faire de victimes. Mais il s'en est fallu de peu qu'il y en ait, puisque le même jour, 14h55, l'armée ukrainienne a ouvert le feu sur l'autoroute N20 où se trouvait le bus qui ramenait les travailleurs de la station d'épuration chez eux à coups de mortier de 120 et de 82 mm. C'est fatigant, malheureusement. Ouais. Déjà à entendre, alors à subir. Hein, non, mais je plains les travailleurs de la station d'épuration. Heureusement, le bus a réussi à quitter la zone bombardée sans dommages ni victimes. Mais bon, ça a fait que la représentation de l'RPD au sein du CCCC a insisté une fois de plus pour qu'un cessez-le-feu durable soit mis en place. Je rappelle à nos auditeurs que lors des dernières discussions des groupes de contact à Minsk, aucun accord n'a pu être trouvé pour établir un nouveau cessez-le-feu ou améliorer les mesures de contrôle de ce dernier à cause du refus des représentants ukrainiens. Cette recrudescence des bombardements a eu lieu en plein milieu de la bataille à la Rada pour déterminer la date de la cérémonie d'investiture de Zelensky. Ouais. Hein, voilà. Ça s'est fait aussi sur fond de vote de la loi sur la langue ukrainienne, je vais revenir dessus aussi. Bon, on voit bien que là, il y a un mélange de tensions au niveau politique en Ukraine, plus le fait que là, ils essayent de profiter des derniers mois où il n'y a pas encore beaucoup de gens ici qui ont reçu le passeport russe. Pour l'instant, il y a à peu près plus de 2000 personnes en RPD qui ont déjà fait leur demande. Mais donc, je pense que tant que ça ne sera pas massivement distribué, on va continuer à avoir ce genre de conneries. Malheureusement. Et la situation des habitants qui sont situés dans la partie occupée par l'armée ukrainienne, c'est pas beaucoup mieux non plus. Ça s'arrange même pas du tout. Puisqu'à Nikolaïevka et Novognatovka, les soldats du 18e bataillon de la 35e brigade, alors c'est une brigade où ils ont rassemblé en gros un paquet de néo-nazis et de criminels, enfin tous les tarés. Ah ouais, d'accord. Voilà, c'est une nouvelle brigade là, qu'ils ont montée, qui vient d'être envoyée sur le front, mais ils battent déjà des records en termes de crimes contre la population. Un beau gibier de potence, hein. Voilà. Donc bon, en plus d'occuper des maisons vides, ce qui est le truc habituel, là ils jettent aussi leur dévolu sur des maisons qui sont occupées par leurs propriétaires. Oh, comme si ça suffisait pas. Alors ces derniers ont alors le choix, soit ils restent et ils servent les occupants. Oh, c'est fou ça. Voilà. Ou alors ils partent et ils abandonnent la maison tout en continuant quand même à payer les charges communales. D'accord. C'est honteux, ouais. C'est une honte. C'est une honte. C'est ça une armée de libération. Hein. C'est magnifique. Rien qu'à Nikolaïevka, les soldats en sont à une ardoise de charges communales de 75 000 grivnia. Ah. Ça fait quelques dizaines de milliers d'euros, quoi. Les plaintes auprès de la police ou de l'administration ne servent à rien puisque personne n'a envie de se frotter à cette brigade. Bon, vu le paquet de tarés qu'il y a dedans... il faudrait y aller avec un char, quoi. Ouais, c'est à peu près ça. Et encore. Et encore. Pendant ce temps-là, RPD, le 11 mai, donc samedi dernier, comme je le rappelle, la RPD a fêté les 5 ans du référendum d'autodétermination qui a officialisé la création de la République. Puisque je rappelle que donc la proclamation avait été faite en avril, le référendum avait eu lieu le 11 mai 2014. Ça faisait 5 ans jour pour jour que les habitants donc, de Donetsk et de Lugansk, enfin des deux oblasts, avaient voté pour décider s'ils voulaient rester au sein de l'Ukraine ou créer des républiques indépendantes. Je rappelle que par 89,07% des voix dans l'oblast de Donetsk et 96,2% dans celui de Lugansk, ils avaient choisi de se barrer. Oui. Voilà. Je ne suis pas sûr que les pourcentages aujourd'hui seraient moindres qu'à l'époque. Hein. J'irais même beaucoup plus. Après 50 bombardements, je pense que... 5 ans plus tard, la RPD a décidé de fêter cet anniversaire en grande pompe. 5 ans d'existence, c'était déjà une étape importante. Ils ont appelé ça un jubilé, c'est le premier jubilé de la République. Ça a permis de prouver que la République, ce n'est pas un état éphémère, mais qu'elle est bien partie pour durer, qu'il va falloir composer avec son existence. En 5 ans, la milice populaire de la République est passée d'un groupe de bataillons autonomes mal organisés, mal équipés et manquant d'expérience au combat
à une milice populaire structurée sous un commandement unique et désormais bien équipée et bien entraînée. Pour montrer justement que la milice populaire de l'RPD est désormais une armée professionnelle, ils nous ont organisé un petit spectacle de valse de chars d'assaut le 10 mai au pied de Sao Mogila. Donc j'ai filmé, j'ai fait une vidéo, j'encourage les gens à aller voir, c'est assez impressionnant parce que vous voyez des monstres d'acier en train de danser sur un petit parking. Vous vous demandez comment c'est possible. Donc après avoir fait danser leurs chars, ils ont aussi montré leur degré de précision. Ils se sont amusés à couper des fruits et des légumes avec un couteau installé au bout du canon du char. Ils ont fait tomber une pomme posée sur la tête d'un soldat sans toucher la tête du soldat. Oui, parce que si ça avait touché, l'autre, il aurait été assommé, quand même. Ouais, quand même. Parce que c'est plusieurs tonnes, un canon. Faut avoir confiance dans tes camarades. Donc vraiment, je vous encourage à aller voir la vidéo. Vous allez voir, c'est très très beau. Je vous ai fait ça en musique en plus, avec une musique de valse russe. Je vous ai fait la totale. Et puis le lendemain, le 11 mai, comme chaque année, les RPD a organisé expositions, concerts, manifestations sportives et bien sûr un défilé pour fêter le jour de la République. Mais cette année, au lieu de faire défiler les villes et les districts de la République dans l'ordre, cette fois, ils ont décidé de raconter dans les grandes lignes l'histoire du pays. Donc chaque année, de 2014 à 2019 inclus, a été racontée à travers ces dates les plus marquantes, comme par exemple la proclamation de la République, le référendum, le début de la guerre, le premier convoi humanitaire envoyé par la Russie, l'élection d'Alexandre Zakharchenko comme chef de l'État, la bataille de Debaltsevo, les accords de Minsk, la délivrance par la RPD de ses propres passeports, l'acceptation de ces derniers par la Russie, la création du comité d'intégration Russie-Donbass, l'assassinat d'Alexandre Zakharchenko, l'élection de Denis Pouchiline à la tête de la République et enfin, bien sûr, le décret de Vladimir Poutine qui accorde aux citoyens du Donbass le droit de demander la citoyenneté russe via une procédure simplifiée. Près de 40 000 personnes ont participé au défilé. Donc cette chronologie de l'histoire de l'RPD dans le centre de Donetsk. J'ai vu un record de drapeaux russes, tant dans le défilé que parmi les spectateurs. L'année dernière, on était à presque la moitié. Là, je pense qu'on a même très légèrement dépassé la quantité de drapeaux qui étaient des drapeaux russes. D'accord. Donc ça, c'est assez impressionnant quand même. Ça montre vraiment que les habitants du Donbass se sentent russes, qu'ils le deviendront bientôt de façon officielle, grâce au décret de Poutine. On a eu des délégations venues de 17 pays, dont la Russie, la France, l'Italie, la Syrie, l'Allemagne, la Slovaquie et la Serbie qui ont participé à ces festivités. J'ai fait une interview de Nicolas Mirkovic à cette occasion, je la publierai bientôt. Donc que nos auditeurs surveillent la chaîne YouTube de Donbass Insider, va y avoir du lourd. Si on regarde la situation en Ukraine, ça s'arrange pas, puisque malgré sa victoire aux élections présidentielles, Volodymyr Zelensky n'est pas sorti des ronces, puisque le gouvernement sortant et la Rada se sont ligués pour lui savonner au maximum la planche avant son investiture, ce que j'avais dit. Ils font pas dans la dentelle. Non. Ils ont tout fait. Ils nous ont tout fait. Alors déjà, ils ont commencé avec la commission électorale centrale qui a pris le maximum de temps légal pour rendre les résultats officiels. D'accord ? Ils ont pris 10 jours. D'accord ? Le deuxième tour a eu lieu le 21 avril. Ils ont annoncé les résultats que le 30 avril et ils ne les ont publiés que le 3 mai. Vous n'allez pas me faire croire qu'il y a besoin de tout ce temps-là pour compter les bulletins, quand même. C'est du foutage de gueule. Il faut appeler ça comme il faut. C'est d'ailleurs plus ou moins ce qu'a sous-entendu Zelensky, d'ailleurs, qui a fait une déclaration assez sympa, où il a dit clairement que la CEC cherchait à gagner du temps pour que son investiture ne puisse pas avoir lieu avant le 27 mai, pour l'empêcher de dissoudre le Parlement, parce que petite astuce qu'il faut savoir, c'est que le mandat de la Rada expire le 27 novembre. Et le président ne peut pas dissoudre la Rada moins de 6 mois avant ce terme. Oh, ça c'est un coup dans le dos, ça, c'est un coup de couteau dans le dos, ça c'est... Je vous ai dit qu'ils allaient tout lui faire. Donc ce qu'ils voulaient éviter, c'est qu'il ait son investiture avant le 27 mai. Donc devant cette pitoyable tentative, Zelensky s'est fendu d'un commentaire assez acerbe en rappelant quand même qu'il avait le soutien de 73% des électeurs, que ça lui donnait plus que le droit, mais aussi la légitimité d'envisager de dissoudre le Parlement. C'est clair, oui. Et il a conclu en disant « Le système a peur, nous les vaincrons tous ». Il est partant, là. Il est chaud patate. Il est remonté, comme une horloge suisse. Je le comprends un peu, parce que c'est du délire. Je pense que son diagnostic est bon, mais je pense qu'il est incomplet, parce que c'est pas la seule raison pour laquelle l'investiture de Zelensky a été repoussée. L'autre raison, c'est la fameuse loi sur la langue ukrainienne dont je vous avais parlé. Ouais, ça c'est...
Alors, Poroshenko et Paroubi ont tout fait pour pouvoir la faire passer et placer et éjecter quelques personnes clés. Passage. On a eu une espèce de coup d'État au sein même de la Cour constitutionnelle. Ça va très bien en Ukraine, ça y a aucun doute. C'est magnifique. Alors que la date de la cérémonie d'investiture n'était pas encore fixée, les juges de la Cour constitutionnelle ont viré le président de la Cour, Stanislav Shevchuk, qui est normalement celui qui doit justement assister à la cérémonie d'investiture. D'accord. Ça soit valide, ce dernier a alors exprimé ses craintes sur les délais supplémentaires que ça pourrait occasionner et promis de porter plainte pour destitution illégale. Quand ils ont vu que ça commençait à chier dans la colle, ils ont élu un nouveau président, ou plutôt une nouvelle présidente, Natalia Chaptala, qui pour certains analystes permet à Poroshenko de garder la main sur la Cour constitutionnelle, voire de remettre en cause la validité de l'investiture de Zelensky, parce que si Shevchuk gagne son appel contre la Cour constitutionnelle, la Chaptala, elle est illégitime, donc l'investiture devant la Chaptala est illégitime aussi. C'est un nid crotal, Kiev. Je vous dis, c'est magnifique. Ce serait pas, je dirais, le signe d'un Maïdan 3 en préparation, là, dans ce cas-là Je sais pas, mais c'est le signe d'un beau bordel. Ça, c'est clair. Parce que, en plus de ça, Porky a aussi changé le commandant de la garde nationale, c'est-à-dire en fait des bataillons néo-nazis et ultranationalistes ukrainiens. Le commandant de l'opération militaire dans le Donbass, donc le Naïef, a été dégagé. D'accord. Et il a nommé 75 juges. Voilà. C'est ce qui s'appelle tenter de garder la main sur le système avant de se faire éjecter. Voilà. Et puis, alors, histoire donc de finir de savonner la planche de Zelensky, Poroshenko s'est appliqué à faire voter puis signer la loi qui, à mon avis, va finir de foutre le feu au pays. Voilà, c'est mon avis personnel, on verra ce que ça va donner. Donc, cette fameuse loi qui institue l'ukrainien comme étant la seule langue nationale et qui se retrouve imposée à tout le monde dans la sphère de la vie publique, puisqu'elle a été votée par la Rada le 25 avril, à peine 4 jours après la victoire de Zelensky. Mais comme je vous l'avais souligné, des députés de l'opposition avaient soumis 4 projets de loi d'annulation pour empêcher sa signature avant l'investiture de Zelensky, mais peine perdue, grâce à la publication tardive de la CEC, la commission électorale, puis les tergiversations sans fin de la Rada pour fixer la date de la cérémonie d'investiture de Zelensky, la même Rada a eu le temps de rejeter ses projets d'annulation de la loi sur la langue ukrainienne. Résultat, une fois ces projets de loi rejetés, Andriy Paroubi, le président néo-nazi de la Rada, a fièrement signé cette loi. Il l'a montré même aux caméras, il était tout content. Tu aurais cru qu'il venait de gagner un championnat, avant de la transmettre à Poroshenko pour signature. Et ce n'est qu'une fois cette fourberie accomplie que la Rada a finalement fixé au 20 mai la date de cérémonie d'investiture de Zelensky. Il avait demandé le 19 parce qu'il avait déjà commencé à envoyer des invitations pour les délégations étrangères. Et ils lui ont fait l'ultime saloperie de faire la cérémonie d'investiture le 20 mai, un lundi. Donc il y a même un certain nombre de délégations qui sont même pas sûres de pouvoir venir. Donc tu vois le truc quand même. C'est vicieux. Niveau fils de puterie, là je pense qu'on est... on n'est pas loin du plafond, ouais. Ouais. Et cette loi, c'est un vrai bidon de savon liquide versé sur la planche de Zelensky, parce que contrairement à ce qu'a pu raconter Porky, quand il l'a signé, ça ne va pas du tout unir les Ukrainiens, ça va encore plus les diviser et semer encore plus de chaos dans le pays. Le summum de l'hypocrisie et de la novlangue a quand même été la phrase de Poroshenko assurant que cette loi n'affecte aucune langue des minorités nationales qui vivent en Ukraine, car la loi n'a rien à voir avec ça. Merde alors, avec quoi ça a à voir alors? Parce que moi il me semblait que ça avait quand même un peu rapport quand même, parce qu'une loi qui oblige tout le monde à parler l'ukrainien dans la sphère publique, à la télé, qui impose un bon niveau de maîtrise de l'ukrainien pour pouvoir bosser dans l'administration, être médecin ou être politicien, je vois pas comment ça pourrait ne pas affecter les minorités nationales, dont les langues maternelles viennent d'être exclues par la même occasion des langues en tant que langue d'enseignement. C'est en fait une ukrainisation forcée de tout le pays, encore pire que celle que les bolcheviks avaient imposée quand ils ont créé le pays toute pièce. C'est magnifique, pour des gens qui crachent sur les communistes et sur l'URSS, vous faites encore pire qu'eux. C'est quand même magnifique. Voilà. Et puis donc, comme je l'avais déjà dit il y a des mois en arrière, tous ceux qui parleront pas assez bien l'ukrainien, ça sera en fait des citoyens de seconde zone. Voilà, ils pourront pas faire de la politique, ils pourront pas être médecins, ils pourront pas bosser dans l'administration. C'est bien, c'est de la portée linguistique. Voilà. Bon, il y a eu un député ukrainien, Mikhail Papiev, qui a quand même souligné que cette loi revenait à bannir le russe, le roumain, le bulgare, le hongrois, le tatar de Crimée, ce qui est rigolo, parce que Kiev hurle à la discrimination des tatars de la part de Moscou, alors qu'actuellement sur la péninsule, eux, ils peuvent recevoir un enseignement dans leur langue maternelle.
Contrairement à ceux qui vivent en Ukraine, tu sais, les connards qui se sont barrés en hurlant que la Russie fait de la discrimination. Là, c'est marrant, je les entends pas gueuler là-dessus. Voilà. Donc, la bêtise humaine est sans limite. non, c'est clair. En tout cas, cette loi contrevient clairement à la Convention européenne pour les langues régionales et les langues des minorités, sans parler des conclusions de la Commission de Venise dont j'avais parlé l'année dernière, qui avait demandé à Kiev de ne pas voter ni signer cette loi en l'état et de revoir profondément sa copie. L'hypocrisie des autorités ukrainiennes et le danger de cette loi ont été soulignés par Artur Martovitsky, député du bloc d'opposition, qui a dit que près de la moitié de nos citoyens parlent deux langues, l'ukrainien et le russe, ou principalement le russe. La loi sur la langue les qualifie de minorités nationales et les assimile à des ennemis. La question se pose s'il ne s'agit pas d'une scission de la société et d'une division entre des citoyens de première et de deuxième catégorie, si ce n'est pas du néofascisme, alors qu'est-ce que c'est? Des standards européens? Peut-être, mais alors c'est l'Europe du XIIIe siècle, celle de l'Inquisition. Oui. Bravo à ce monsieur, parce que j'aurais pas trouvé mieux. Il a aussi souligné qu'il y avait une grave violation des procédures lors du vote de la loi, certains députés votant pour ceux qui n'étaient pas là de manière massive, parce qu'ils ont des boutons pour voter. Oui. Donc t'en vois des fois qui se retournent puis qui votent sur 10 machins en même temps quand les autres sont pas là, tu vois. Ça rappelle l'Assemblée nationale en France, quand même. Il a aussi dressé d'ailleurs le même constat que bien des analystes ainsi que moi-même, à savoir que cette loi va faire perdre définitivement la Crimée et le Donbass à l'Ukraine. Parce que non, ça c'est... Le Donbass reviendra jamais avec une loi comme ça en vigueur. Je vous le dis tout de suite. Même si vous appliquez les accords de Minsk, la réponse, ça va être ça, quoi. Faudrait être maso, Voilà. Puis en plus, il a dit que les conséquences en termes de confiance des citoyens dans l'État risquent d'être tragiques. Bon, l'opposition va tenter un ultime recours devant la Cour constitutionnelle, mais enfin, vu le push qu'il y a eu dans cette institution, je suis pas très optimiste. La seule chance réside dans le fait que Zelensky arrive à faire son investiture le 20, demande la dissolution de la Rada et obtienne une majorité suffisante pour gouverner et faire annuler cette loi par un nouveau vote. Bon, il semble qu'on se dirige vers ça parce que certains des membres de son équipe ont l'air de dire qu'il veut dissoudre la Rada. Il a bien compris que sans ça, il n'arrivera pas à gouverner. S'il n'arrive pas à dégager une majorité à faire annuler cette loi par un moyen ou par un autre, je pense que le pays il y a de bonnes chances qu'il va exploser le long de ces lignes de fracture linguistique et de se mettre encore plus à dos les pays voisins. D'ailleurs, la Hongrie a déjà commencé en disant oui, nous espérons que M. Zelensky va régler le problème. Bon, je pense que c'est très clair. Je rappelle quand même qu'il y a 5 ans en arrière, c'est une loi qui a retiré aux Russes son statut de langue régionale, qui a mis le feu aux poudres, provoqué le printemps russe, la perte de la Crimée, la perte d'une partie du Donbass et la guerre civile qui dure depuis 5 ans. Ça serait bien d'apprendre de vos erreurs et d'arrêter de continuer les conneries. C'est pas en répétant les mêmes conneries sans arrêt que les conséquences vont changer. Bien au contraire. Là, vous allez vers la voie de la destruction totale du pays quand même. Là, le pays était déjà à feu et à sang, et là, vous venez de foutre un camion-citerne d'essence en plus sur les flammes. C'est pas des génies, je te le dis. Non. Et alors, pendant ce temps à Kiev, alors c'est ce cher Sergueï Naïev, donc ex-commandant maintenant de l'opération des forces interarmées, qui avant de se faire virer par Poroshenko, nous en a sorti une belle. Il y a des gens qui, quand ils sont beurrés, ils voient des éléphants roses. Lui, il voit des petits bonhommes verts. Non, pas les aliens. Les soldats russes. Ah oui, évidemment. Alors bien tout le temps, Il nous a sorti que il y a 35 000 soldats russes en RPD, RPL. Les Russes occupent tous les postes militaires supérieurs et font partie des unités dites d'action tactique, unités spéciales, instructeurs russes. Il y a de 2100 à 2300 personnes. Et il y a environ 11 000 citoyens russes dans les rangs de l'armée, donc de notre milice populaire, avant même la délivrance des passeports. Et le reste du personnel est composé de résidents locaux. D'accord. Bon, déjà, je pense que quand il est beurré, il a un petit problème avec sa calculatrice. Parce que 11 000 plus 2000, même 2300, ça n'a jamais fait 35 000. Non, c'est clair. Voilà. Donc, où sont les autres? Qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce que foutent les 21 700 ou 21 900 autres soldats russes? Ils se tournent les pouces, ils jouent au badminton, ils bronzent à la plage, au bord de la mer d'Azov, je sais pas. Oui. On n'a toujours pas les photos, évidemment. Évidemment. Ouais. On les aura jamais, parce qu'il n'y en a pas. Mais bon. En plus, 35 000 soldats, ça en fait du monde. Je rappelle que ça équivaut quand même quasiment aux armées de la RPD et de l'RPL réunies. Ouais. 3 divisions et demie quand même, rien que ça. Ouais. Ça se verrait un chouïa dans le décor. C'est sûr. Je veux dire,
Sans parler du passage de la frontière qui aurait été tout sauf discrète, parce que je rappelle que l'OSCE fait quand même régulièrement des petites visites surprises à la frontière pour voir les bus et les voitures qui passent. Sans parler de tous les satellites américains qui scrutent le moindre centimètre carré de la zone depuis 5 ans. Oui. 35 000 hommes, parce qu'il faut compter leur équipement, leurs armes, les pièces d'équipement militaire qui vont avec. On n'envoie pas 35 000 mecs avec leur bite et leur couteau quand même. Je veux dire... Ils sont pas venus en vélo, ça c'est sûr. Ça devrait se voir un peu quand même. Ah bah oui. Non. Et alors, mais il se démonte pas le Naïef parce que en fait pour lui l'absence de preuve ça devient la preuve. Parce que selon ses dires, le fait que les commandants des unités de la RPD et de la RPL ne soient pas connus du public, c'est la preuve que ce sont des généraux russes. Rien que ça. Oh, c'est d'une logique implacable. Voilà. Donc comme on les voit pas, c'est que c'est les Russes. D'accord. Ouais. C'est les petits bonhommes verts invisibles. Non, il n'y a pas le moins de soldats de l'armée russe ici. Ça fait 3 ans que je suis ici, j'en ai pas vu un seul. Et puis si on n'affiche plus tellement publiquement nos commandants, c'est surtout pour des raisons de sécurité. Ça va, vous nous en avez assassiné assez comme ça. Oui. Les jeux de massacre, on a donné. C'est bon. La publicité autour de nos commandants, on arrête. C'est pas parce que c'est des généraux russes. C'est juste qu'on en a assez de les assassiner à tour de bras. Voilà, c'est tout. Ouais. Non, le truc magnifique, oui, du fait qu'on les voit pas, donc c'est des Russes. Ouais, c'est comme l'Union européenne qui recommence avec les tentatives d'intrusion de la Russie. Oui, d'ingérence, oui, mais ça devient débile, mais complètement débile. Je me demande s'ils se rendent compte à quel point l'effet répétitif et la bêtise crasse évidente de leurs remarques ils ne se rendent pas compte que ça a des effets beaucoup plus c'est même négatif pour eux parce qu'ils passent pour des pignous. Je veux dire, non, je crois qu'ils s'en rendent pas compte. C'est ça le pire. Donc, comment tu peux sortir qu'il y a 35 000 soldats russes ici? C'est quasiment l'intérêt. Je dis, tu prends la RPD plus la RPL, je crois qu'on arrive à peu près à 41 000 soldats. 41 000. Non. La grande majorité, c'est des locaux, y compris les commandants. Givy, il était local. Le commandant actuel de ce qui était le bataillon de Sparta, Vocha, il est d'ici. Non, c'était pas des généraux russes, non. Il faut bien qu'ils fantasment. Ils ont plus que ça maintenant. En tout cas, je conseille à tout le monde de continuer à surveiller de très près la situation en Ukraine jusqu'au 20 mai et même un peu après, parce que je pense que ça va être règlement de compte à hockey choral. Il y a déjà une cour qui a décrété une interdiction de sortie de territoire pour Porky, Paroubi et tout un petit paquet de salopards. Ben oui, en effet, oui. Kolomoïski a l'air d'être parti pour revenir bientôt. D'accord. Je pense que ça va être saignant. Je pense que Kolomoïski va se venger et je pense que ça va faire très très mal. Bon, on ne se mêlera pas de ces batailles rangées entre oligarques. Je laisse s'entretuer entre crotales. Même s'il y a un risque qu'ils utilisent le Citrep ou tes publications pour se mettre sur la figure, quand même. Oui. Mais en tout cas, ça va être magnifique. En tout cas, Klimkin, la Gerashenko, ils sont tous en train de donner leur démission, là. Les ministres et représentants ukrainiens qui servent à rien parce qu'ils viennent jamais. Donc je pense que ça va être folklore. Je pense qu'il y en a 2-3 qui vont essayer de se calter en douce. Oui. Avant d'être rattrapés par la police, oui. Voilà, donc je pense que ça va être magnifique. Donc situation à surveiller, vraiment très très près. Je pense que jusqu'à l'investiture et même encore un peu après, ça risque d'être folklorique. Donc vraiment surveiller la situation. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour le 142e Citrep. Très bien, merci Christelle de nous avoir offert encore une fois cette actualité du Donbass qui nous est nécessaire pour comprendre ce qui s'y passe, parce que malheureusement il faut constater ça avec amertume, ce ne sont pas les médias mainstream qui vont nous donner ces informations-là, ils se contentent simplement de récupérer, en tout cas de relayer la propagande généreusement diffusée par l'équipe à Porky, donc voilà. Oui, c'est exactement ça. Puis ils le font sans même rougir devant l'absurdité des conneries qui sont sorties, comme celle de Naïef, là, qui a été retransmise par Ukrinform en français. Ils n'ont pas peur du ridicule. Oh, c'est très beau, c'est très très beau. Bon. Je te souhaite une bonne soirée, puis je te dis à la semaine prochaine. Ça marche. Bonne soirée également. À la semaine prochaine, à samedi prochain. Merci Christelle, au revoir.